Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Golden Fighter. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui on parle de mon combattant préféré, Jorge Masvidal. Donc Jorge Masvidal, il est dans le top 5 des plus grosses superstars que l'UFC possède. Le poids welter, du coup, il est détenteur de la seule et unique ceinture BMF, donc Baddest Motherfucker in the Game, et c'est l'un des rares combattants à avoir réalisé des ventes de pay-per-view supérieures à 1 million. Et c'est également l'un des seuls combattants à avoir été en tête d'affiche de plusieurs pay-per-view UFC, pour ses combats contre Nate Diaz ou encore contre Colby Covington notamment, sans être un champion. Les seuls autres à avoir réalisé cet exploit sont Conor McGregor et Nate Diaz qu'on a traité dans les vidéos passées que je vous invite à aller voir. Jorge Masvidal, de base, à l'instar de Conor McGregor et de Nate Diaz, lui, il n'a pas eu une route qui était plutôt simple vers l'UFC. Conor et Nate, c'est des gars qui ont commencé leur carrière, qui ont fait des combats un peu locaux, c'est-à-dire que ce soit en Irlande pour McGregor ou que ce soit en Amérique pour Nate. Puis très vite, l'UFC les a récupérés et ils ont eu une route qui les a amenés à devenir des superstars. Masvidal, ça n'a pas été comme ça. À l'instar de ses deux compères, lui, il a eu une route vers l'UFC beaucoup plus longue. Et avant 2019, tout semblait indiquer que ça allait être juste un autre combattant qui finirait par tomber aux oubliettes. Mais en 2019, on assistait à la résurrection, comme il l'appelle lui-même, de Jorge Masvidal et à la naissance d'une superstar. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que ce processus de réinvention par lequel Masvidal est passé a réussi à sauver sa carrière et à le propulser au rang de superstar. Donc tout d'abord, comme d'habitude, petite backstory. Masvidal naît le 12 novembre 1984 à Miami en Floride, d'un père cubain et d'une mère péruvienne. Il grandit dans la banlieue de Westchester, c'est un coin de Miami où il y a une forte concentration de latino-américains, ce qui d'ailleurs lui vaudra d'avoir de fortes difficultés à apprendre l'anglais, qu'il ne parlera correctement qu'à partir de l'âge de 13 ans. Dès son plus jeune âge, Masvidal, comme les frères Diaz, il est confronté à la violence et à la dure réalité de la rue. Il en parle d'ailleurs lui-même lors d'une interview avec le journaliste Brett Okamoto pour ESPN, que je vous mettrai dans la description, lorsqu'il raconte que déjà enfant, il passait son temps à devoir se battre ou à courir à cause des différentes histoires de gangs ou descentes de police qui avaient lieu dans son quartier. Déjà tout jeune, il développe un fort attrait pour la violence et pour le combat. D'ailleurs, il raconte lui-même que son père, pour qu'il reste tranquille, le mettait devant des marathons de films de kung-fu et très jeune l'a inscrit à des sports comme le taekwondo ou encore le karaté. Cependant, ce dernier, donc son père, Jorge Masvidal Senior, va se retrouver en prison lorsque Masvidal était encore très jeune, à cause d'une affaire de drogue. Et il grandira alors seulement avec sa mère qui, elle, ne supportait pas de voir son fils, alors très hyperactif, dans ce genre de sport. À partir de l'adolescence, il développe une très grande passion pour deux sports, la boxe anglaise et la lutte olympique. Pour lui, ces deux sports étaient les choses les plus cool du monde et c'est ce qu'il voulait faire de sa vie. Il tentera d'ailleurs d'intégrer l'équipe de lutte de son collège, mais ses notes ne lui permettaient pas d'intégrer l'équipe. À 13 ans, le jeune Masvidal décide de quitter l'école et de se consacrer uniquement à l'entraînement. Il développe très vite un fort talent pour la boxe anglaise du fait de ses très bons réflexes et de sa rapidité naturelle. Il s'entraîne avec des boxeurs cubains, connus pour leur défense hors norme, et pense faire carrière dans la boxe anglaise jusqu'à ce qu'il découvre le MMA, en fait, un sport qui allie ses deux passions, du coup la lutte et la boxe anglaise, à travers les cassettes de l'UFC qui tournaient à l'époque. Il décide alors de se concentrer pleinement sur le MMA et rejoint une première équipe appelée les Young Tigers, pour ensuite rejoindre une petite équipe qui s'était formée, qui, de nos jours, est l'une des plus grosses institutions mondiales en termes de MMA, American Top Team. Masvidal commence sa carrière de combattant professionnel à l'âge de 18 ans, tout comme Nate Diaz, dans la catégorie des poids légers. Cependant, à l'instar de McGregor ou encore de Diaz, il n'est pas repéré tout de suite par l'UFC, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast. Masvidal a d'abord dû combattre dans le monde entier avant de pouvoir toucher son rêve d'UFC. Donc que ce soit au Japon pour le Sengoku, que ce soit en Amérique pour le Bodog Fight ou encore le Bellator, il a combattu dans à peu près toutes les organisations qui existent
et il a fini par se retrouver signé à une des plus grosses organisations mondiales à l'époque, qui était le Strikeforce. Donc au Strikeforce, il a enchaîné plusieurs victoires, dont 2 masterclass incroyables que je vous invite à aller regarder si vous êtes fan de sport de combat. Une contre Billy Evangelista, qui était alors invaincu, et une contre King Carl KJ Nunes, un ancien champion de sa catégorie qui était connu pour être un des poids légers les plus dangereux de l'époque. Il a affronté, suite à ces 2 masterclass, le champion de sa catégorie, Gilbert Melendez, mais il perdra par décision à la suite des 5 rounds. Suite à cela, l'UFC a racheté le Strikeforce en fait, et a racheté tous les combattants qui étaient signés au Strikeforce, ce qui a amené Masvidal enfin à l'UFC en 2013. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence un peu à déceler le problème qui plane au-dessus de la carrière de Jorge Masvidal. En fait, malgré de bons débuts au sein de l'organisation, il finit par enchaîner de nombreuses défaites par décision partagée. La raison, selon Masvidal et aussi selon ses entraîneurs, c'est que celui-ci serait trop précautionneux lorsqu'il combat. En fait, il fait trop attention, il hésite à appuyer sur la gâchette et à aller chercher le finish et chercher le KO. Tout ça parce qu'il manque de confiance en ses capacités, il manque aussi de confiance en son cardio. Pour lui, 70 kg, c'était une catégorie où il devait perdre énormément de poids pour la peser, ce qui amenait ses capacités à s'amenuire le soir du combat. Une forte perte de poids, en fait, liée, selon ses entraîneurs, à un manque de sérieux de la part de Masvidal pendant sa préparation de combat. Lui, ce qu'il kiffe, c'est le McDonald's, c'est le Burger King, et c'est aussi sortir en boîte pour se mettre des grosses races à coups de tequila avec ses potes. Ce qui, en fait, lui fait prendre beaucoup de poids et l'oblige à faire un trop gros cutting avant le combat, et ce qui le vide de ses forces, mais de manière phénoménale. Donc suite à une énième défaite en fait par décision partagée face à Al Iaquinta, qui a été considéré par beaucoup de combattants et aussi beaucoup de spécialistes du sport comme un des plus gros vols qu'on ait vu à l'UFC, Masvidal décide de changer de catégorie de poids et de monter en poids welter, 77 kg. Mais le problème, c'est que le même schéma commence à se répéter. Il fait des débuts tonitruants au sein de la catégorie, il bat Jake Ellenberger, qui était un très bon contender de la catégorie, et il bat même Cowboy Donald Cerrone, qui était numéro 5 de la catégorie au moment où Masvidal était numéro 11. Mais même après des débuts aussi tonitruants que ça, il finit par replonger dans des défaites par décision, du fait qu'il refuse en fait d'appuyer sur la gâchette lors de ses combats, encore une fois selon son entourage, lié au manque de sérieux dont il fait preuve lors de sa préparation en fait. Et après une nouvelle défaite, cette fois-ci contre Stephen Wonderboy Thompson, Masvidal il disparaît de la circulation et il revient que 2 ans plus tard à l'UFC. Et quand il revient 2 ans plus tard, il est méconnaissable. Masvidal, déjà physiquement, c'était un gars avec les cheveux assez courts, le dégradé bien haut, une barbe, pas de moustache, il faisait très latino. Et quand il revient, euh, c'est un homme changé. Il revient, ses cheveux sont super longs, la barbe est épaisse, et physiquement, il est beaucoup plus sec. Et surtout, le plus impressionnant, c'est que son attitude a changé. Là où avant le combat, il parlait beaucoup de seulement gagner, il faisait des blagues et il rigolait beaucoup, maintenant, son but est clair. Lors de ses interviews, il le dit clairement, mon but est de décrocher la tête de mon adversaire pour ne plus jamais me faire avoir par le piège de la décision. Donc après un hiatus de 2 ans, pour son retour, il était encore classé 11e parce qu'il avait beaucoup chuté en ranking. Il a choisi de prendre Darren Till, qui était alors classé 3e et qui sortait tout juste d'un combat pour la ceinture. Et il a affronté le natif de Liverpool sur son territoire lors d'un main event de l'UFC Fight Night 147 qui se tenait à Liverpool. Résultat des courses, je vous spoil, mais je vous invite aussi à aller voir le combat. Masvidal met KO Darren Till au second round dans leur combat et laisse la salle de Liverpool complètement silencieuse. Il gagnera d'ailleurs 2 combats, ce qui est marrant cette nuit-là selon les fans, en allant justement casser la gueule d'un autre combattant, Leon Edwards, qui était aussi de sa catégorie, qui lui a manqué de respect pendant qu'il faisait son interview post-fight, en lui disant de fermer sa gueule. Le fameux 3 pièces et un soda, si vous êtes dans le monde du MMA, vous connaissez très bien.
Suite à cette victoire du coup face à Darren Till, Masvidal affronte Ben Askren qui était lui classé numéro 4. Donc Masvidal a monté en ranking, il est passé de numéro 11 à numéro 5 après avoir battu le numéro 3. Et il affronte Ben Askren qui était classé numéro 4 et qui était alors invaincu à l'époque. Masvidal s'offre une victoire contre Ben Askren et le met KO en 5 secondes avec un coup de genou sauté en brisant en fait ainsi le record du KO le plus rapide de l'UFC détenu auparavant par Dwayne Ludwig qui était de 6 secondes. Donc normalement c'est très difficile à battre. Et c'est ici que la star Masvidal commence à naître en fait. Et elle est ensuite consacrée en novembre 2019 lorsqu'il affronte Nate Diaz, du coup une des plus grosses stars de l'UFC, en main event de l'UFC 244 pour une ceinture qui correspond bien en fait à ces deux mecs de rue que sont Diaz et Masvidal, qui est la ceinture BMF, donc le baddest motherfucker in the game, c'est-à-dire le fils de pute le plus dur au mal, j'imagine, en tête d'affiche du mythique Madison Square Garden, donc une salle qui a vu les combats de Mohamed Ali, qui a vu les combats de Mike Tyson. Cette fois-ci, c'est Masvidal qui est en tête d'affiche. Et, spoiler, du coup, Masvidal roule littéralement sur Diaz pendant 3 rounds, jusqu'à ce que l'arbitre stoppe le combat dû aux dégâts trop importants qu'avait reçu le visage de Nate Diaz, causé évidemment par Masvidal. Après ça, Masvidal est officiellement le baddest motherfucker de l'octogone, c'est-à-dire le mec le plus dur, le gars que t'as pas envie de combattre, le mec que t'as vraiment pas envie de chercher en fait. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour lui pendant ce hiatus de 2 ans et quelles sont les leçons qu'on peut en retirer. Pendant son absence, en fait, Masvidal a eu l'opportunité de participer à une émission télé qui s'appelle Hexatlón Estados Unidos. C'est une émission qui est en fait une sorte de mixte entre Koh-Lanta et Ninja Warrior et qui réunit plusieurs athlètes de plusieurs disciplines pour les faire concourir les uns contre les autres. Tout ça sur une île déserte hyper chaude avec des conditions de vie très difficiles en République dominicaine. Le principe, c'était le suivant. Si vous gagnez, vous aurez des conditions de vie magnifiques. Vous serez dans une villa, vous aurez des grands lits pour vous, vous aurez votre propre chambre, vous aurez un chef qui vous cuisinera pour vous. Si vous perdez, par contre, vos conditions de vie, elles seront exécrables. Et malheureusement, ou fort heureusement pour lui, l'équipe dans laquelle Masvidal se trouvait, elle perdait plus souvent qu'elle gagnait. Ce qui l'a forcé en fait à se retrouver dans des conditions de vie plus que difficiles. En plus, lors de cette émission, il a eu l'opportunité de se retrouver seul avec lui-même parce que les téléphones et les télévisions étaient interdites. Il y avait 0 contact avec le monde extérieur. Et il le dit lui-même, ça lui a permis de se retrouver seul et d'écouter cette petite voix qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est en écoutant cette petite voix qu'il avait au fond de lui-même qu'il a décidé qu'il en avait marre en fait. Selon ses propres mots, il a réalisé où il était et où il pourrait être s'il faisait de meilleurs choix. Et depuis qu'il a pris cette décision, en fait, le reste appartient à l'histoire. Il a décidé de virer toutes les distractions qui existaient dans sa vie et de prendre son destin en main. Donc voilà les 3 leçons qu'on peut retirer de Jorge Masvidal. Pour moi, la première leçon, c'est qu'il faut prendre le temps de vous trouver vous-même. Aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle on n'a jamais réellement le temps de se retrouver seul avec nous-mêmes. Il y a constamment une nouvelle trend, il y a constamment une nouvelle musique, il y a constamment une nouvelle série, il y a constamment un nouveau film qui nous fait perdre notre attention et qui nous détourne en fait de notre but réel. Le meilleur que vous puissiez faire, c'est d'oublier tout ça et de prendre le temps de vous retrouver seul avec vous-même. Pas de téléphone, pas de musique, pas de télé, juste vous et vos pensées. Identifiez ce que vous voulez accomplir dans la vie. Fermez les yeux et faites comme Masvidal, écoutez votre voix intérieure et laissez-vous juste guider par elle. La deuxième leçon qu'on peut retirer de lui, c'est de virer toutes les distractions qui existent. Qu'elles soient positives ou négatives, retirez tout ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre but. Si vous êtes par exemple en pleine période de révision, c'est pas le moment d'aller sortir en boîte jusqu'à 3h du matin. Si vous avez une compétition qui arrive, c'est pas non plus le moment de lancer votre start-up ou de vouloir lancer votre business. Donc, si vous voulez réussir à 100%, alors concentrez-vous à 100%. Il y a un temps pour tout. Alors, quand le temps du travail il arrive, travaillez et ne vous laissez pas distraire.
Et la troisième leçon qu'on peut retirer de Jorge Masvidal, c'est qu'il faut que vous preniez votre destin en main. Ne laissez pas votre destinée entre les mains d'autres personnes, comme lui, il l'a fait pendant un grand moment de sa carrière, quand il laissait les décisions du combat entre les mains des juges. Prenez toutes les actions nécessaires afin de parvenir à votre but. Mettez en place un plan d'action et tenez-vous-y. Construisez votre plan, quel que soit votre domaine. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on prend son destin en main. La planification, c'est le chemin le plus simple pour arriver à la réussite. Et rappelez-vous très bien que si vous échouez à planifier, alors vous planifiez votre échec. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Et dites-moi aussi dans les commentaires quel autre combattant, quel autre sujet vous aimeriez que je traite. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!